Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire consacré au retour d'expérience du bâtiment d'Emmaüs à Angers, un bâtiment qui est une véritable vitrine, qu'on pourrait qualifier en tout cas de véritable vitrine du réemploi et des énergies renouvelables. Ce webinaire est co-organisé avec Atlansun. Donc moi je suis Juliette, chef de projet chez Novabuild et Simon, je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour à tous et à tous, Simon Ducasse, moi je suis le délégué général d'Atlansun. Je vous présenterai un peu tout à l'heure ce qu'est Atlansun et ce qu'on peut faire avec du solaire dans le bâtiment. Merci Simon, effectivement, on te retrouve dans quelques minutes. Alors, pour vous présenter Novabuild en quelques mots pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous rassemblons les acteurs du bâtiment, des travaux publics, de l'aménagement et de l'immobilier en Pays de la Loire sur toutes les questions liées au dérèglement climatique. Nous les accompagnons à construire la ville de demain bas carbone et résiliente. On se positionne comme leur allié solution climat et on travaille avec eux sur toutes les questions liées à l'adaptation, à l'atténuation, à la biodiversité et à la conservation des ressources. Alors ce matin, bref rappel du contexte réglementaire et économique par Simon. On aura la présentation donc, de ce retour d'expérience du bâtiment d'Emmaüs à Angers, à Saint-Jean-de-Lignières, qui nous sera présenté par François Terrien, de l'agence d'architecture Terrien Architecte, et par Adrien Tuffreau de Cowatt sur la partie plutôt solaire. Enfin, on terminera ce webinaire avec Clément Brossard qui nous présente, de chez Soc Solar, qui nous présentera une formation pour les bâtiments solarisables. Donc, tout au long de ce webinaire, je vous invite dans le chat à laisser vos questions et nous en ferons votre porte-parole à la fin. J'ai l'impression qu'on a perdu Juliette. C'est pas grave, on va continuer. Ce que je vous propose, c'est de commencer la présentation par un rappel sur le cadre du photovoltaïque en 2022. Donc moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis Simon Ducasse, je suis le délégué général d'Atlansun. Atlansun, c'est un peu le cousin de Novabuild dédié à l'énergie solaire. Donc, on est le réseau des acteurs qui développent l'énergie solaire en Pays de la Loire et en Bretagne. Donc, on réunit aujourd'hui pratiquement 190 entreprises, collectivités, académiques qui contribuent au développement du solaire. En quelques mots, c'est un peu dur de rentrer dans le détail du contexte réglementaire économique du solaire, mais vraiment, il faut comprendre pourquoi il y a un gros changement en 2022. C'est un peu le croisement de plusieurs choses qu'on va voir. Est-ce qu'on pourrait avancer les diapos, s'il vous plaît? Hop, voilà, slide suivante. La slide suivante. Hop, bon, les slides n'avancent pas. C'est pas grave, je vais vous parler. Voilà, le contexte, il y a trois grands éléments qui posent un peu le cadre du contexte du développement du solaire. C'est à la fois un contexte. Slide suivante encore, s'il vous plaît. Ces trois contextes d'une ambition partagée au niveau national, régional, local, une réglementation qui change et des mécanismes de soutien qui sont adaptés à ces ambitions, et un contexte économique qui est très spécifique, mais qui risque de durer. Et du coup, la vraie question qu'on peut se poser, c'est le photovoltaïque dans le bâtiment, les réglementations, tout ça, est-ce que c'est une contrainte ou une opportunité? Donc, c'est la question que je vais essayer de répondre en quelques minutes. Voilà, si vous voulez plus d'informations, on pourra échanger sur ces sujets-là. Le premier sujet qu'il faut voir, c'est la réglementation qui est applicable à la transition énergétique actuellement. Alors, il y en a beaucoup, il y en a énormément même, mais il y en a deux grandes qui nous concernent dans le bâtiment. C'est l'application de la loi énergie-climat, qui va imposer à tous les bâtiments industriels et commerciaux de plus de 1000 m² d'installer 30% d'ENR en toiture ou en ombrière, ou 30% de toiture végétalisée.
Et ensuite, alors je vais rentrer un peu dans le détail de ces sujets-là. Et la deuxième réglementation qui est très impactante, c'est issu de la loi Elan, le décret éco-énergie tertiaire, plus connu sous son ancien nom de décret tertiaire, qui va imposer des baisses de consommation de moins 40% en 2030 et qui vont poursuivre dans les années d'après. Donc on a ces deux grandes réglementations qui vont impacter fortement la production d'ENR dans le bâtiment. Je peux avoir la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, quand on rentre dans le détail de la loi énergie-climat, aujourd'hui, quand on construit un bâtiment de plus de 1000 m² ou une extension, en gros, bâtiment industriel, commercial, entrepôt, les nouveaux parcs de stationnement, on est soumis. Ça, c'est 2022. Dès l'année prochaine, avec la loi climat et résilience, ce seuil de 1000 m² va descendre à 500 m². Donc, clairement, 500 m², ça va être vraiment beaucoup, beaucoup de bâtiments, pratiquement considéré que tous les bâtiments industriels ou commerciaux seront concernés. Les bâtiments de bureaux vont aussi être concernés. Donc, vous voyez, le spectre s'élargit. Et aussi, le législateur a précisé le fait que dans les extensions et les rénovations lourdes, qu'il n'a pas défini les rénovations lourdes, il y aura aussi cette obligation-là. Donc, on voit que le scope d'obligation augmente au fur et à mesure. Et donc, c'est vraiment un vrai enjeu de préparer cette solarisation pour les bâtiments. Je pars à la slide suivante. Si vous voulez aller plus loin, vous aurez le guide loi énergie-climat qu'on a rédigé. Vous allez pouvoir avoir tout le détail de ce principe. Le deuxième, je dirais, pied du trépied de l'opportunité solaire, hein, c'est des objectifs ambitieux pour le solaire. On a deux grands documents nationaux qui est la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc avec 40 gigas en 2030. Emmanuel Macron a annoncé dans son discours à Belfort 100 gigas en 2050. Donc on a vraiment une augmentation très forte de la production. On a en parallèle une stratégie nationale bas carbone d'être à zéro émission nette, donc pas zéro émission, mais zéro émission nette avec l'absorption carbone en 2050. Donc il y a un gros enjeu de baisse du carbone. Donc ça, c'est au niveau national, qui se décline au niveau régional en Pays de la Loire avec le SRADET, qui a un objectif de 5 gigas, 5 gigas 8 en solaire, avec un objectif d'être à 100% d'énergie renouvelable en 2050. Et ensuite, au niveau de l'ensemble des EPC du territoire, on a des PCAET, des plans climat, air, énergie territoriaux, qui vont définir vraiment au maillon le plus fin des collectivités, des sujets autour du solaire. Ce qu'il faut voir, c'est voilà, tous les PCAET sont souvent très ambitieux sur le solaire. Le solaire en bâtiment n'engendre pratiquement aucun problème d'acceptabilité, et du coup, ça devient les priorités de production énergie de l'ensemble des acteurs. Donc, on a vraiment une ambition je dirais, partager à tous les maillons de chaîne de travailler sur ces sujets-là. En parallèle de ces ambitions, si tu peux passer la slide, s'il te plaît. Voilà, on a un contexte énergétique extrêmement tendu. Voilà, si vous avez renégocié vos factures d'électricité fin 2021, vous savez de quoi je parle. Ce qu'il faut comprendre, en gros, en moyenne, il y a des gens qui achetaient leur électricité 40 € du mégawattheure, elle achète aujourd'hui 120. Donc, on a un x2, x3, x4 sur un contexte énergétique. Donc, du coup, on a vraiment un coût de l'énergie achetée qui est de plus en plus élevé. Je ne rentre pas dans le détail, parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures. Si je prends la slide suivante, s'il vous plaît. Et du coup, on a en parallèle de ces ambitions et de ces mécanismes de soutien, de ce contexte énergétique, des mécanismes de soutien qui sont plus adaptés au contexte imposé par la réglementation. En particulier, il y a un nouvel arrêté tarifaire qui a été publié pour définir les modalités d'achat de l'énergie photovoltaïque. Historiquement, depuis 2017, on était limité à 500 m², 100 kg, ce qui était déjà intéressant, mais pour les bâtiments de plus de 1000 m², quand on descendait à 30%, on arrivait rapidement au-dessus de cette tarif d'achat, et du coup, on avait des précautions d'appel d'offres qui étaient plus compliquées. Donc, une des motivations d'augmenter cette limite pour l'arrêté tarifaire, c'était aussi de répondre plus simplement aux obligations de la loi énergie-climat, de climat et résilience. On a ainsi une cohérence entre les obligations réglementaires et les mécanismes de soutien. Ce qui est important, et c'était une critique qui avait été faite sur les anciens mécanismes de soutien, c'est que c'était des mécanismes qui étaient arrêtés pendant 20 ans. Et on sait très bien que un bâtiment, ça vit, ça évolue, l'usage évolue. On peut très bien avoir un locataire qui s'en va, une activité qui est ralentie pendant quelques années suite à un déménagement. Et donc, du coup,
Voilà. Maintenant, ce nouveau mécanisme de soutien est beaucoup plus évolutif. On va pouvoir changer les mécanismes en fonction de la vie du bâtiment. Je ne rentre pas forcément dans le détail, mais vous retrouvez toutes les informations sur notre site. Vous aurez pouvoir avoir le lien sur des fiches qu'on a rédigées à ce sujet-là. Et ce qui est important, c'est que on a vraiment une garantie d'État, on a un minimum de revenus. Quand je parle de minimum de revenus, on va avoir des nouvelles modalités, mais on est au moins sûr d'avoir un mécanisme de soutien, un revenu minimal, et du coup, le modèle économique est prévisible sur 20 ans pour les centrales solaires. Je peux avoir la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. En gros, en résumé, si on articule un peu tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a en premier lieu des objectifs ambitieux. Je ne fais pas le cadre global, mais on a des objectifs ambitieux sur le développement du photovoltaïque. Ça pose une réglementation contraignante. Elle pourrait être perçue comme ça. De toute façon, elle est contraignante. La réglementation, de toute façon, est par nature contraignante. Donc, elle impose un cadre. En regard de ça, en opposition, on a des mécanismes de soutien qui sont adaptés, qui vont pouvoir permettre de trouver des modèles économiques, et encore plus des modèles économiques au vu de l'augmentation des coûts des énergies. On va avoir du coup une compétitivité de l'énergie solaire par rapport à l'énergie réseau. Et du coup, quand on croise cette réglementation qui est contraignante, mais qui est contrebalancée par des mécanismes de soutien adaptés et simples, et adaptés surtout à la réglementation, et qui sont pertinents par rapport au contexte économique, aujourd'hui, clairement, on a une opportunité pour le maître d'ouvrage de solariser un maximum ses toitures pour transformer sa toiture en cette 5e façade active énergétiquement et économiquement sur l'ensemble de la durée de vie du bâtiment. Voilà en quelques minutes un petit peu le cadre, l'actualité qu'on peut avoir en 2022 sur le photovoltaïque. Je ne sais pas s'il y a des questions, des réactions. On pourra passer à la suite des interventions, et je vous remercie, puis on reste à votre disposition dans ce webinaire et à la suite. Merci beaucoup, Simon, pour cette intervention. Je vous prie de m'excuser pour mes problèmes de connexion qui, à mon avis, ne seront pas les seuls, malheureusement, dans ce webinaire. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle faire équipe, et on est complémentaires avec Atlansen. Pour continuer et illustrer les propos qui viennent d'être tenus par Simon, et également de façon plus large, toute aussi cette nouvelle réglementation aujourd'hui qui nous incite et nous emmène dans cette trajectoire bas carbone, avec les objectifs de la stratégie nationale bas carbone pour une neutralité en 2050. Je vais inviter François Terrien, donc de l'agence d'architecture Terrien, pour nous présenter le retour d'expérience du bâtiment. Il faut tant que je fasse monter François sur scène, voilà, et que je charge sa présentation. Alors, je ne sais pas, François est en train de nous rejoindre. Pendant ce temps-là, je vais mettre la présentation donc, du projet d'Emmaüs à Angers, qui a cette particularité d'avoir eu vraiment un volet très important sur ce côté réemploi, alors que nous, on a plus suivi, bien sûr, au sein de Novabuild. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont accompagnés, et ils vont en parler dans quelques minutes, par un AMO qui s'appelle Matière Grise. Et il se trouve qu'un certain nombre d'éléments qui sont utilisés dans ce projet d'Emmaüs à Angers proviennent de l'ancienne patinoire du Haras à Angers. Je ne sais pas si certains connaissent. Et en fait, on avait, avec Novabuild, fait la visite de ce chantier, de la patinoire du Haras, où en fait, donc, des poutres ont été déposées. Et ces poutres sont donc aujourd'hui réutilisées dans ce projet d'Emmaüs à Angers. Et pour que la boucle soit bouclée, notamment puisque nous parlons d'économie circulaire, nous aurons le plaisir de faire visiter ce chantier d'Emmaüs le vendredi 22 avril, en présence donc de la maîtrise d'ouvrage Emmaüs, qui nous expliquera un peu ce parti pris qu'ils ont eu très fort sur ce projet,
à la fois sur le volet écologique, environnemental, avec ces questions de réemploi et de solaire, mais aussi le volet social très important. Donc, on sera ravis de pouvoir aller voir ça sur site le 22 avril. Monsieur Terrien, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Oui, bonjour, excusez-moi, j'étais dans une autre réunion simultanément. Aucun souci, on comprend. On comprend tout à fait, il n'y a pas de problème. Je me suis permise de dire quelques mots sur le projet, mais surtout, je vous laisse la parole pour 10, allez, peut-être même un petit peu plus, puisqu'on a pris peu d'avance. Vous pouvez faire défiler vous-même votre présentation grâce aux flèches du clavier. Entendu. Bonjour à tous. Donc, il s'agit du projet Emmaüs à Saint-Jean-de-Linières, qui est déjà existant. C'est un site que les Angevins connaissent, avec un site Emmaüs depuis quelques dizaines d'années déjà. Et donc, il s'agissait de le restructurer et de l'étendre et de rationaliser les systèmes de tri et les systèmes de travail à la fois des compagnons et des amis d'Emmaüs qui viennent travailler en volontariat. Il y a eu une consultation avec un certain nombre d'équipes pour savoir qui solliciter là-dessus. François, je n'arrive pas à faire défiler. Comment ça fait ? Ah si, ça va, d'accord. Ah, il y a un temps de retard. Bon. Donc, l'équipe que je représente ici a proposé le principe de réemploi, puisque dans le principe même d'Emmaüs, depuis sa création, le principe est d'aller chercher ce que la société de consommation rejette et de valoriser, de donner une valeur à ces objets. Donc, il semblait de pure évidence qu'il fallait réutiliser la même chose, réutiliser ce concept et faire en sorte de réutiliser un maximum de matériaux dans le projet. J'ai un problème pour passer les diapos. Hein. Ah non, ça vient. Donc, le projet que vous voyez là, dont vous voyez le plan masse, comprenait une restructuration de cette grande halle qui existe déjà, mais dans laquelle on fabrique les ateliers, donc avec un concept de boîte dans la boîte, créer une halle neuve, ici une nouvelle halle de vente, faire une extension du restaurant communautaire qui est là, et quelques travaux sur la halle de vente existante ici. Donc, je reviens au principe, au volume principal, qui était cette grande halle, qui était théoriquement au départ, nous voulions réutiliser la structure d'un gymnase à caractère historique, puisqu'il date des années 20 et qui était le gymnase mis à disposition par les usines Bessonneau, mis à disposition de leurs salariés. Et donc, c'était très intéressant puisque c'était d'une part, du point de vue structurel, quelque chose d'une caractéristique d'une époque avec des structures mixtes, acier et bois, et d'autre part tout à fait caractéristique d'une histoire des rapports sociaux entre patronat et le monde ouvrier, patronat paternaliste, donc à l'époque très paternaliste, puisque offrant aux ouvriers tout ce qu'on pouvait imaginer à l'époque de confort autour du sport, etc., etc. Ça n'a malheureusement pas été possible, et je rentre dans ce détail tout de suite parce que ces caractéristiques des obstacles que l'on rencontre, ça n'a pas été possible parce que les bureaux d'études, n'ayant pas les logiciels correspondant à cette conception de structure de l'époque, ne pouvaient pas nous justifier la structure. D'autre part, il partait du principe que c'était des bois qui ne pouvaient pas qui n'étaient pas caractérisés, puisque des bois anciens, ils ne savaient pas d'où ça sortait, etc., etc. Bon, ça tenait depuis une centaine d'années, mais ce n'était pas prouvé que ça tienne. Bien. Donc, je dis cela parce que c'est caractéristique d'une sorte d'obstacle général, de course d'obstacle générale que nous avons à traverser dans le réemploi. J'y reviendrai tout à l'heure.
je développe sur cette façade-là, qui est la façade, le déroulé. Alors ça, c'est les boîtes dans la boîte. Il va suffire que j'en parle pour que ça passe à la suivante. C'est bizarre, hein, ça veut pas... Bon. Vous pouvez faire défiler avec les flèches du, oui, c'est ce que du clavier. C'est ce que je fais, mais ça voilà, à droite, gauche. Bah oui, bah non. Vous allez... C'est un Mac, donc peut-être que ça fait l'objet d'un ostracisme. Bon, vous avez ici la façade sud de la nouvelle salle de vente qui est composée sur la façade d'entrée de tout un patchwork de menuiseries de réemploi de différentes époques qui sont composées en double pot, puisque évidemment avec ces menuiseries de réemploi, on ne peut pas obtenir de caractéristiques thermiques. Donc on fait un espace tampon dans lequel on a une sorte de vitrine d'exposition la façade elle-même est une sorte d'exposition de toute l'histoire de la menuiserie dans l'environnement immédiat du projet. On voit que nous avons des capteurs solaires sur tout ce versant-là, qui est le versant sud, donc. On le voit, vous avez à l'image une version intermédiaire, puisque maintenant la totalité du versant est occupée par les capteurs photovoltaïques. Ah oui, d'accord. Il y a une certaine... ça met un certain temps à vouloir venir. Je ne sais pas pourquoi. Non. Voilà, non, il faut beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est le réemploi de l'actuelle salle de vente numéro 2 qui devient l'atelier de tri dans lequel on fait des boîtes dans la boîte pour avoir des zones chauffées, puisque les gens qui participent au tri souffrent beaucoup du froid à l'heure actuelle dans les ateliers de fortune qui sont sur site. Donc nous avons ici le réemploi de cloisonnement qu'on a récupéré dans des démolitions de bureaux. Et on a un chantier participatif sur les murs paille qui sont en extérieur des boîtes dites boîtes dans la boîte. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur ce qui a présidé au choix du réemploi. Donc, nous étions associés à un organisme qui est associatif lui aussi, qui s'appelle Matière Grise et qui s'est donné pour objectif de promouvoir le réemploi. Donc, c'est eux qui ont participé à la collecte et surtout au contrôle de qualité des éléments qui nous étaient proposés. À chaque fois que quelque chose passait la première barre de contrôle de qualité, ça nous était proposé pour l'intégration dans le projet. C'est possible ou pas possible. Et donc, cette intégration passait évidemment par le principe de dire le projet évolue en fonction de la collecte. Donc, dès le départ, le permis de construire a été proposé à l'administration comme un permis de construire qui allait devoir évoluer en fonction de la richesse de la collecte. C'est ce que nous avons fait et nous sommes en train de déposer donc le permis modificatif qui a quelques évolutions, pas trop sur les volumétries générales, pas du tout sur les systèmes de gestion de RP, d'établissements recevant du public, etc., mais quelques-unes en ce qui concerne l'aspect visuel du traitement. Donc, parmi les choses récupérées, nous avons les poutres de l'ancienne patinoire d'Angers, des poutres que nous avons reconditionnées, retaillées, et puis réutilisées pour l'extension du restaurant. Nous avons des menuiseries de réemploi qui viennent des chantiers de démolition. Nous avons des menuiseries réformées pour faute de cotation. Ça vient
des usines Bouvet qui nous ont fait cadeau de lots de menuiserie parfaitement neuves et parfaitement adaptés à la RT 2012 que nous avons réutilisé dans la partie logement de la communauté, puisque là on est assimilé à de l'habitat. Donc nous nous sommes conformés à la réglementation thermique en utilisant ces menuiseries, non pas de réemploi, mais de rebut. Nous avons utilisé, comme je vous disais tout à l'heure, des cloisons mobiles qui venaient d'un centre de formation de la CCI. Nous avons utilisé des menuiseries aluminium qui venaient de l'hôtel du département qui rénovait ses bureaux. Et donc, on a utilisé celle de réforme pour des raisons de non-réponse aux critères de confort RT 2012, mais nous n'y étions pas soumis puisqu'il s'agissait d'ateliers et non pas de zones habitées. Nous avons réutilisé aussi le sol sportif en châtaignier d'un gymnase de Rennes que nous utilisons dans le traitement du sol du restaurant que vous voyez là. Ce n'est pas le restaurant que vous voyez, c'est le sol sportif avant dépose et le sol sportif déposé, bâché, protégé. D'une manière générale, ce qu'il faut, ça c'est la patinoire avec les poutres que l'on voit ici, qui sont des poutres avec des éléments d'entrée inversés qui venaient tendre les arbalétriers. Comme cette patinoire devenait un lieu d'entraînement de basketball, la hauteur capable réglementaire n'était pas possible à maintenir avec ces systèmes-là, donc il fallait les remplacer par autre chose. Donc on a récupéré ces poutres en tension. Oui, le principe, les difficultés rencontrées sont de plusieurs ordres. D'une part, le problème que nous sommes, le problème qui vient du fait que le système de distribution des matériaux qui part de la production ou de l'importation et dans la distribution des matériaux est absolument contrarié par le fait que nous court-circuitons en venant directement de chantiers de démolition. Donc évidemment, il y a une espèce de résistance naturelle du réseau à ce processus. Deuxième problème, c'est que quand nous récupérons quelque chose, ça n'est pas exactement ce que nous avions préconisé au niveau du projet, donc ça veut dire qu'il faut faire évoluer le projet. C'est un système qui est relativement lourd, puisqu'il faut recommencer plusieurs fois. Troisième sujet, parmi les éléments collectés, il y a une sélection très, très rigoureuse qui doit être faite, notamment sur les éléments porteurs de plomb ou d'amiante, ou de tout élément polluant et nuisible à la santé. Donc il faut traiter ou réformer ces éléments-là. Il faut arriver à stocker correctement le temps qu'il faut, et le temps qu'il faut jusqu'à la mise en œuvre, parce qu'évidemment on va récolter au mois N et puis on va être en mesure de le mettre en œuvre au mois N plus 10 par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut collecter, stocker dans des conditions de conservation satisfaisantes, non seulement aux intempéries, mais pour que les matériaux ne se déforment pas dans leur stockage. Il faut les retrouver, parce qu'évidemment, quand vous avez des milliers de choses qui sont stockées, il faut les retrouver. Et ensuite les mettre en œuvre, avec des entreprises qui vont être sollicitées pour des matériaux sur lesquels on risque de les rechercher en responsabilité, puisqu'elles les mettent en œuvre. Donc il y a un paquet de gens à convaincre sur toute la trajectoire. Ensuite, il y a un problème qui est un peu triste, c'est qu'on se dit on récupère, donc on fait des économies, on va économiser, donc ça va être très vendeur cette histoire-là. Et bien pas tant que ça. En fait, nous avons, avec beaucoup d'énergie, réussi à mettre en œuvre environ 62 tonnes hors agrégat, 62 tonnes de matériaux mis en œuvre dans le chantier sont des matériaux de récupération.
Au point de vue économique, ça concerne environ 80 000 euros de flux, mais finalement, l'économie représentée n'est que est comprise entre 20 et 30 000 euros en économie pure. Mais ça n'est pas forcément le système sur lequel il faut qu'on évalue le projet. En fait, l'économie réelle est plutôt de l'ordre de l'économie de matière utilisée en ressources terrestres, puisque ces 62 tonnes sont l'équivalent d'environ 1800 tonnes de ressources terrestres brutes en moyenne, hein, si on utilise une moyenne de transformation du matériau transformé par rapport au matériau brut. À cela s'ajoute environ 1600 tonnes de matériaux concassés que l'on met en sous-chaussée ou sous nos dalles, etc. Il faut donc considérer que nous sommes aux alentours de 3000 tonnes de matériaux bruts économisés sur ce projet. Plus que de considérer que nous avons économisé 25 000 euros. Voilà. Oui, ça c'est la partie restaurant. Vous voyez ici les poutres réutilisées en provenance de la patinoire. Autre chose, nous avons des chantiers participatifs qui sont d'ailleurs en ce moment en train de travailler là-dessus. Toute la mise en œuvre de la paille est faite en chantier participatif, puisque c'est un matériau très intéressant, mais extrêmement dévoreur de main-d'œuvre, donc finalement peu économique quand on est dans le circuit marchand à proprement parler. Donc on est finalement amené à faire appel à des chantiers participatifs sur ces aspects. Voilà, ça c'est la mise en œuvre, c'est la 3D de visualisation de la future salle de vente. C'est la fin, ça? Non. Oui. Voilà. Je ne sais pas où j'en suis de mon temps. Eh bien, écoutez, c'est impeccable. Je venais de rallumer ma caméra pour vous inciter à arriver à votre propos de conclusion. Donc, oui, vous êtes d'accord. Vraiment... Ma conclusion, c'est que il faut évidemment travailler sur le sujet, parce que nous, on est un peu en débroussaillage, et le résultat auquel on arrive peut être considéré comme modeste au niveau de cette économie de 30 000 euros sur 1,6 million, je crois, de budget global. Donc, il faut travailler à ces réseaux. Il y a évidemment des gens comme toutes les ressourceries, les gens comme Matière Grise, les gens comme tous les gens qui travaillent au réemploi, qui sont à aider et à promouvoir. D'ailleurs, que ce soit un réemploi associatif ou un réemploi marchand, il n'y a pas forcément d'ostracisme à mettre sur l'un ou sur l'autre. L'intérêt est d'économiser de la matière, en ce qui nous concerne. Voilà. Et d'inventer un vocabulaire, d'inventer aussi quelque chose qui fasse que les administrations et les bureaux d'études, les bureaux de contrôle soient sensibilisés à cela pour qu'ils ne soient pas dans une observance stricte sur laquelle ils ont l'habitude d'être sur les matériaux neufs. Puisqu'évidemment, nous, on ne peut pas produire de PV de classement d'une menuiserie qui nous vient du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle, évidemment. Tout à fait, et on a eu énormément de questions en fait dans le chat sur ces différentes questions que vous abordez, que ce soit l'écosystème des acteurs locaux, les liens avec le bureau de contrôle. Certains seraient preneurs de savoir qui vous a accompagné sur ce projet-là. Il y a aussi eu des questions sur effectivement au niveau des matériaux, ce qui était possible, les assurances, etc. Je vous propose de rester avec nous. Et puis, on aura ce temps d'échange à la fin des interventions. Mais tout de suite, je voudrais passer la parole à Adrien Tuffreau qui va plutôt nous faire un petit focus sur la partie centrale photovoltaïque et notamment sur le montage
et également nous expliquer tout ce que ça implique au niveau de la conception. Donc, Monsieur Terrien, peut-être que vous pourrez également intervenir pour nous expliquer quel a été le lien que vous avez dû avoir, les allers-retours que vous avez fait entre vous sur cette question. Adrien, je vous mets votre présentation tout de suite. Oui, merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Très rapidement quand même pour vous situer un petit peu, moi je fais partie de l'association Énergie citoyenne locale Angevine, donc le logo que vous voyez à droite, qui est un collectif parmi les nombreux collectifs qui composent Cowatt. Donc le fonctionnement de Cowatt, tout simplement, c'est des collectifs qui trouvent des toitures et qui mobilisent un petit peu autour de ces toitures pour créer des projets, pour monter des projets photovoltaïques qui seront financés in fine par la SAS citoyenne Cowatt. Donc c'est une SAS qui a été créée spécifiquement pour porter des projets collectifs photovoltaïques et qui finance ces projets via l'actionnariat en fait des citoyens. Donc Cowatt investit dans les centrales. Là, en l'occurrence, Emmaüs nous met à disposition sa toiture une fois construite pour qu'on y dépose une centrale et qu'on l'exploite. Et puis, toute l'énergie produite est vendue au fournisseur Enercop, qui est une coopérative. Et la SAS Cowatt récupère la rentabilité de cette installation pour faire de nouveaux projets, faire de la sensibilisation ou rémunérer ses actionnaires. Donc là, les valeurs qui sont portées par Cowatt, c'est avant tout un ancrage local des projets. C'est des projets qui sont portés par les riverains et on va dire la population proche. On a une finalité non spéculative dans le sens où on sait que quand on investit dans Cowatt, c'est pas pour gagner des milliers et des cents. On n'est pas là pour perdre de l'argent, mais on n'est pas là non plus pour devenir millionnaire. On a une gouvernance absolument démocratique puisqu'on travaille on va dire sous format coopératif. On n'est pas encore une coopérative, mais en tout cas, on est sur une personne, une voix. Peu importe l'argent qu'on a mis dans la société. Et puis, on a évidemment, et c'est ce qui préside à notre création, une exigence écologique sur nos projets. Là, vous voyez une petite carte de toutes les communautés qui existent aujourd'hui. Donc, vous le voyez sur les régions Pays de la Loire, en fait. Cowatt reste aujourd'hui sur la région Pays de la Loire. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir une seule création de société, la SAS Cowatt, et de ne pas avoir à refaire une société à chaque fois qu'on veut faire un projet dans un de ces collectifs. Donc on a aujourd'hui 650 associés pour un volume collecté à jour de à peu près 325 000 euros. Mais on a beaucoup de projets en cours, donc ce chiffre évolue en permanence. On a actuellement 16 centrales en exploitation qui représentent à peu près 5000 m² de panneaux installés et donc 870 MWh produits chaque année. Et ce sont encore une fois des chiffres en augmentation. Donc sur le projet d'Emmaüs, vous voyez, comme le disait Monsieur Terrien, on a finalement opté pour une couverture totale de la toiture, puisque c'est notamment le nouveau tarif d'achat qui nous le permettait. On est passé au-dessus de 100 kW crête, on est à 120 kW crête. Donc en tarif d'achat, en vente totale au réseau, on produira à peu près 140 000 kWh par an, donc ce qui équivaut à la consommation électrique. Donc, à chaque fois, quand on parle de ces indicateurs-là, c'est la consommation électrique hors eau chaude sanitaire et hors chauffage, à peu près de 50 ménages. On est sur un budget de 100 000 euros pour cette installation photovoltaïque. Donc, le fonctionnement de Cowatt, c'est qu'on apporte 30% en fonds propres et 70% en emprunt. Donc, les 30%, vous voyez, c'est 30 000 euros qui vont être levés par notre association auprès des riverains, auprès de la population locale, en devenant
en souscrivant des actions chez Cowatt. Donc pour cette levée de fonds citoyenne, on fait des permanences sur le site d'Emmaüs. On organise des soirées, on en a organisé une à Saint-Jean-de-Linières, donc dans la ville du projet. On en organise une autre sur Angers, et puis on en organisera probablement une pour le réseau d'Emmaüs et pour les sympathisants des compagnons d'Emmaüs. Et puis évidemment, on communique aussi dans la presse autant que possible, etc. On est sur je vous disais que Emmaüs met sa toiture à notre disposition, donc on est sur un bail établi sur 20 ans. Donc bail notarié, qui sera renouvelable si on se décide dans 20 ans de se retrouver autour de la table et de décider ce qu'on fait. Voilà. Donc il s'agira de savoir si on continue à l'exploiter, si on cède l'installation à Emmaüs gratuitement ou voilà. C'est les deux options qui se proposeront à nous. Alors pour revenir plus spécifiquement sur la question de la conception du bâtiment et de la relation avec le projet photovoltaïque, donc il faut savoir que nous, on a commencé à échanger avec Emmaüs en novembre 2020 sur ce projet, et que du coup, en même temps à peu près, on a eu l'accord d'Emmaüs pour qu'ils nous mettent à disposition leur toiture. Et on a eu nos premiers échanges avec Monsieur Terrien, avec le bureau de contrôle, le bureau fluide, à ces moments-là. Donc, l'avantage sur ce projet, c'est que Monsieur Terrien, vous vous étiez fait accompagner d'un bureau d'études fluides qui s'était formé sur la thématique du solaire, donc qui avait déjà, on va dire, levé un certain nombre de points. Que ce soit, par exemple, les charges de la centrale photovoltaïque à prévoir sur les calculs de la charpente. Pareil, le fait de prévoir déjà un local onduleur, ça c'est des choses qui avaient déjà été anticipées. Vous aviez prévu une couverture compatible photovoltaïque, donc c'est-à-dire une couverture qui avait une attestation technique compatible photovoltaïque. Ça a été un des premiers points sur lesquels il a fallu qu'on discute, puisque c'était donc c'est toute la problématique avec les projets photovoltaïques, c'est qu'on a des attestations techniques qui cadrent énormément les projets, et notamment les modèles de panneaux qu'on peut installer, alors même que les technologies et les modèles évoluent très vite. Donc là, on avait en fait une attestation technique sur la couverture que vous aviez prévue. Et donc, attendez, excusez-moi. Adrien, j'en profite juste pour vous dire qu'il vous reste 2 minutes pour conclure, s'il vous plaît. Ouais. Alors, Adrien nous fait la gentillesse d'être avec nous, mais malheureusement, il avait d'autres engagements en parallèle, donc il fait au mieux. Je vais avancer donc sur cette question de la couverture qui s'est éteinte d'elle-même, puisque finalement le choix a été porté sur une couverture un peu plus standard, mais c'était vraiment l'importance le choix de la couverture engageait beaucoup de choses derrière sur le projet photovoltaïque. Donc rien que le bac acier qui était prévu déjà était très engageant pour nous, donc ça c'est une discussion importante qu'on a eue dès le début. Et puis évidemment, après, on a fait attention à ce que soit bien prévu le local onduleur, les fourreaux enterrés pour lier les différents éléments de l'installation. Et puis, bien sûr, prévoir le photovoltaïque dans la demande de permis de construire et dans la demande de raccordement. Mais là, sur Emmaüs, on n'était pas concerné, mais enfin bref. Et je finis peut-être avec un point qui est important. Donc, on a clarifié aussi d'autres choses sur le projet, notamment le cheminement des câbles, les modes de fixation, les équipements de protection corporelle en toiture, etc. Donc ça, c'est des choses que nous, côté Cowatt, on a dû prévoir. Chose importante sur laquelle dont je voulais vous parler, c'est sur
le timing qui est très différent entre la construction du bâtiment et le projet PV, puisque le projet PV, donc photovoltaïque, pardon pour l'abréviation, intervient une fois le bâti réceptionné. Et vu que le contexte autour de photovoltaïque évolue très vite, en fait, on signe les devis photovoltaïques peu de temps avant le chantier en lui-même. Le chantier photovoltaïque, je veux dire. Alors, en général, on signe les devis 4-5 mois, grand max, avant le chantier PV. Donc, vous voyez que entre le début du projet du bâtiment, sa réception et le moment où nous, côté photovoltaïque, on a tous les éléments en main sur les produits utilisés, etc., vous voyez qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes timings. Merci Donc Adrien. voilà, Et pour conclure, peut-être la dernière. Je ne sais plus ce qu'il y avait sur la dernière, c'est sur votre dernière voilà. slide. Il y a pas... Vos coordonnées. Il n'y a pas grand-chose de plus. Ok, merci beaucoup. Désolée, hein, j'ai toujours ce rôle très ingrat de mettre du temps, mais qui permet à tout à chacun de prendre la parole. Je ne sais pas, Adrien, si vous allez pouvoir rester avec nous néanmoins pour la partie de questions-réponses d'ici un petit quart d'heure. Voilà, parce qu'il y a quelques questions qui vous ont ciblé très spécifiquement. Donc voilà, ça pourrait être bien si vous pouviez rester avec nous. Et puis, on va donc maintenant passer la parole à notre dernier intervenant. Clément Brossard, qui va justement nous parler de formation sur cette question du côté être, comme on peut dire, PV ready, ou comment avoir des bâtiments qui sont solarisables. Hop, je vais partager sa présentation également. Clément, vous avez un quart d'heure. Bonjour à tous. Idéalement, on s'arrête à midi pour pouvoir justement avoir ce temps d'échange, toujours le même principe, les flèches pour faire avancer la présentation. Ouais. Donc, bonjour à tous. Effectivement, Clément Brossard. Donc, moi, je suis dirigeant et fondateur du cabinet d'ingénierie donc SOG Solar. Effectivement, je vais enchaîner sur le sujet des bâtiments du coup solarisables dans la lignée de ce qu'a commencé à amorcer Adrien sur le projet Emmaüs. Donc, avant cela, 2 mots sur SOG Solar. Donc, nous, effectivement, on est cabinet d'ingénierie, on est complètement indépendant et donc on accompagne les collectivités, les entreprises, donc les maîtres d'ouvrage publics et privés dans leurs projets solaires photovoltaïques. Sur toutes les étapes, donc on va démarrer par exemple sur les patrimoines qui ont beaucoup de sites, à faire de la planification, à identifier le gisement sur plusieurs dizaines, centaines de sites et à planifier quel financement, quel modèle de valorisation, quelle stratégie. Et puis après, sur des étapes ultérieures d'études de faisabilité, de maîtrise d'œuvre, assistance maîtrise d'ouvrage que la plupart d'entre vous connaissent bien. Et puis après, en exploitation, effectivement, on assiste aussi à suivre les performances. Voilà, donc voilà, quelques entreprises, collectivités, quelques producteurs. Je passe très rapidement, vous aurez les supports. Voilà, on a aussi développé toute une suite d'outils qui correspond à chacune des étapes qui ont été citées avant, qui s'appelle Giroson. Et pour rapidement illustrer quelques projets, voilà, donc j'ai choisi ce petit projet Osnopolis parce que je sais qu'il y a pas mal d'architectes parmi vous, et donc c'est un des projets, par exemple, les plus architecturaux qu'on ait pu faire, donc avec votre confrère collectif d'architectes sur Brest. Donc voilà, je vais pas forcément rentrer dans le détail de ce projet-là, mais typiquement cette toiture-là, par exemple, avait comment dire, un enjeu, par exemple, d'environnement salin, de bord de mer par rapport au vent, et en plus d'hygrométrie, puisque du coup on a des aquariums en dessous, etc. Donc voilà, c'est le genre de challenge qu'on aime bien relever. Donc là, on était en équipe effectivement avec collectif d'architectes et Bérim. Vous voyez dans notre projet donc en toiture, donc 2,1 MW crête pour Energive sur une base logistique Biocup. Voilà. Donc, si vous voulez, on a depuis 2012 accumulé on tourne à peu près à 100
un peu plus d'une centaine d'études par an, une trentaine de maîtrises d'œuvre. Et en fait, aujourd'hui, donc ça m'amène au sujet du jour, qui est effectivement le lien du solaire avec le bâtiment. Aujourd'hui, il y a un terme qu'on entend beaucoup, c'est la notion de PV Ready. Ça veut dire être prêt à faire du solaire, donc solarisable, PV Ready. Et du coup, aujourd'hui, nous, le constat qu'on fait depuis quelques années, alors il est double. Le premier, c'est sur le patrimoine existant. Du coup, aujourd'hui, on a des coûts d'adaptation des bâtiments, que ce soit du renfort de charpente ou des changements, des rénovations de membranes, de matériaux de couverture, puisque effectivement les exigences se sont accrues, et on va en parler après, fait qu'aujourd'hui, la majorité des bâtiments existants ne sont pas solarisables. C'est-à-dire qu'en termes de probabilité, alors nous, après, on a développé des méthodes pour identifier très rapidement, en fonction des modèles de construction, des années de construction, etc., quelles sont les probabilités d'avoir un bâtiment PV Ready. Faut garder à l'esprit que dans 90% des cas, un site existant n'est pas solarisable en l'état, et que les coûts à mettre en œuvre pour faire en sorte que le bâtiment le devienne sont généralement rédhibitoires par rapport au budget du photovoltaïque d'aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas. Souvent, on me dit, je ne comprends pas, moi en 2010, j'ai fait un bâtiment et j'ai rénové la charpente et on peut le faire. Oui, mais en 2010, le photovoltaïque coûtait 4 fois plus cher qu'aujourd'hui. Il était mieux aussi rémunéré, etc. Aujourd'hui, la rémunération a baissé, les coûts d'investissement aussi, et un renforcement de charpente tient plus proportionnellement dans le coût d'investissement. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, c'est une illusion, et on fournit des gigawatts crête qu'on pourrait installer sur des toitures existantes. En fait, c'est une illusion puisqu'elles ne sont pas accessibles en l'état, ou en tout cas, il faut qu'il y ait des investissements importants en termes de rénovation. Donc ça veut dire que le potentiel du photovoltaïque, finalement, aujourd'hui, en France, il réside plus sur les surfaces qui est en développement aujourd'hui, d'accord, qui sont entre nos mains, entre guillemets, et notamment au niveau des acteurs de la construction. Le gisement, il est sur ces surfaces-là. Alors, bien sûr, il y a les parkings, les surfaces au sol, etc. Mais on est en train d'artificialiser des surfaces, donc autant effectivement ne pas reproduire, entre guillemets, les erreurs du passé et construire des surfaces qui seront solarisables et utiles. Alors, j'ai mis un petit exemple, vous voyez, bâtiment tertiaire de 2012. Donc, c'est pas vieux, puisqu'en plus, on a dû passer dessus en 2016, je crois, 2017. Mais bon, cet exemple-là, il était assez frappant. Et vous voyez, il fallait rajouter 40 000 euros d'adaptation du bâtiment, que ce soit en charpente et en renouvellement de la couverture, qui finalement était assez récente, mais qui ne respectait pas les exigences des assurances, de la technique courante, etc. Et donc, pour mettre 40 kW crête de solaire au final, donc aujourd'hui, 1 euro du watt crête, c'est à peu près ce que coûte, on l'a vu tout à l'heure avec le projet d'Emmaüs. Donc, ça voulait dire plus 100% d'investissement uniquement sur la partie rénovation. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas possible économiquement. Donc, on avait un propriétaire qui était déçu parce que c'est quelqu'un qui voulait absolument faire du photovoltaïque. Et en plus de ça, on a une surface artificialisée qui, du coup, n'est pas exploitable pour la production d'énergie renouvelable. Modulo, une technologie de module qui permettrait, etc., de venir se mettre sur cette toiture. Voilà. Donc ça, c'est un exemple assez frappant. Sur l'existant, si on s'intéresse effectivement au patrimoine futur, je reviens sur ce qu'a expliqué Simon tout à l'heure. Aujourd'hui, on est en train de vivre un gros changement, et nous, on le voit en termes de marché photovoltaïque, qui est en pleine recrudescence de demande des maîtres d'ouvrage, que ce soit une fois de plus les collectivités ou les entreprises, de par une pression réglementaire, notamment donc loi énergie-climat, loi climat-résilience. C'est pour ça que j'ai cité ici 2024, parce que c'est un petit peu la date où toutes les échéances seront passées, notamment de la loi climat-résilience. On a une hausse du prix de l'électricité. Alors là, il n'y a rien de réglementaire, c'est juste que ça pousse les maîtres d'ouvrage à aller vers l'autoconsommation, parce qu'on a un prix du kilowattheure qui est très intéressant et qui permet de se protéger de l'inflation du prix de l'électricité. Et on a aussi des politiques RSE, que ce soit des entreprises, des collectivités, etc., qui veulent être en amont.
de la production d'énergie renouvelable et du développement durable. Et tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, vous voyez, avant 2024, un site lambda, on l'aurait construit de manière totalement nue. Et puis, vous prenez ce même site construit après 2024, eh ben, on va arriver sur des sites où on va avoir une solarisation assez forte. Et tout ça, ça demande du coup des adaptations auprès des acteurs de la construction, d'intégrer certains réflexes. Et tout ça dans un contexte, donc ça pousse, entre guillemets, on a d'un côté, ça pousse très fort côté solarisation par incitation ou par motivation, et de l'autre, ça freine très fort côté bureau de contrôle, assurance. On a des exigences qui se sont accrues ces 2 dernières années. On me dit aussi des fois, oui, 2019, j'ai fait un projet, 2020, c'était facile, je ne comprends pas. Ben, aujourd'hui, les choses ont changé. Ça devient assez compliqué d'évoluer effectivement sur ces phases-là. Et du coup, ça demande encore plus d'anticipation. Adrien avait commencé à parler de planning et c'est très intéressant d'aborder ce sujet-là parce qu'effectivement, on a une temporalité qui est très différente entre celle du photovoltaïque et celle de la construction du bâtiment. On a des points de non-retour aussi, parfois quand des choix sont faits, qui sont actés, et que finalement ça ne permet pas la solarisation, bah, ça peut être très très compliqué à gérer derrière. Et donc nous, projet par projet, effectivement, on va pouvoir assister l'équipe de maîtrise d'œuvre ou directement auprès du maître d'ouvrage, peu importe le format, déjà sur ces questions-là. Voilà, ça c'est vraiment, nous sur les maîtrises d'œuvre photovoltaïques, finalement, on passe 40% de notre temps à gérer la notion de PV ready et de compatibilité avec la toiture. Hein, c'est le principal sujet parce que vous avez différents niveaux de rendre un bâtiment solarisable. Vous avez le niveau vraiment rédhibitoire, c'est-à-dire la toiture, on doit pouvoir installer des panneaux et respecter tout ce qui va être demandé pour l'assurabilité. Et après, vous avez tout ce qui va être plutôt lié aux notions de performance, de facilité d'installation, un petit peu d'avoir un bâtiment un petit peu plug and play. Ça, c'est pas rédhibitoire. Ça peut générer des surcoûts, mais en tout cas, ça n'empêchera pas le projet de se faire. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on a identifié, c'est un gros besoin de formation et de demande d'ailleurs d'information des acteurs de la construction. Et je vais y revenir après. Donc, ça, c'était d'un point de vue, effectivement, marché. Maintenant, d'un point de vue maître d'ouvrage, effectivement, d'une façon très terre à terre, lui, son besoin pourquoi il a intérêt de construire un bâtiment solarisable, bah, ça va lui permettre d'optimiser les budgets, les délais, les performances, l'assurabilité. Ça va lui permettre de respecter la réglementation. Voilà, ça va être on va dire par obligation. Pour ceux qui ne sont pas ni obligés, ni motivés par le solaire, parce qu'il y en a, bah, le but, c'est de ne pas se fermer de porte, parce que si vous n'êtes pas motivé par le solaire aujourd'hui, vous pourriez le devenir demain, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, et notamment par rapport à la valeur du bâtiment en cas de revente. Et puis, du coup, on a un surcoût qui est négligeable, c'est-à-dire que l'enjeu est quand même assez faible d'un point de vue économique. Aujourd'hui, un surcoût d'un bâtiment PV ready par rapport à un bâtiment qui ne le serait pas, c'est à peu près 1% du coût global. Et si on prend l'exemple d'un bâtiment industriel, on va surtout s'intéresser à la couverture. Le fait de mettre les bonnes références de matériaux, on va être sur du 5 à 6 euros par mètre carré en plus. Donc, grosso modo, c'est quelque chose qui s'absorbe assez bien. Donc, voilà. Clément, il te reste 2 minutes pour conclure. On en est venu, du coup, à proposer, à inventer cette formation-là, puisque du coup, elle n'existait pas sur le marché. C'est-à-dire qu'on passe tellement de temps, projet par projet, à informer, à former, qu'on s'est dit, bah, créons cette formation. Et donc, on a créé une formation qui s'appelle Concevoir et construire des bâtiments solarisables, qui s'adresse du coup aux architectes, aux maîtres d'œuvre, aux maîtres d'ouvrage, aux entreprises de la construction. Et le but, c'est de faire un pont entre les photovoltaïciens, le marché du photovoltaïque et le marché de la construction, parce que là, ça devient urgent. Vous voyez, il y a toute cette réglementation qui pousse. On a des centaines de bâtiments qui doivent sortir avec du photovoltaïque. On a une complexité qui est assez forte. Et aujourd'hui, le marché n'est pas encore prêt au niveau de la construction. Donc nous, voilà, on essaye de partager un maximum nos connaissances. Donc c'est une formation voilà, qui est tous les premiers jeudis de chaque mois, de 3 heures, donc c'est en visio. On a fait un petit tarif préférentiel adhérent Nova Build et Atlanson, donc on enverra le
le code de promo. Et puis pour ceux qui sont adhérents, donc UNSFA, ça c'est la bonne nouvelle du début d'année, puisque du coup on vient de faire un partenariat avec le GEPA, qui est l'organisme de formation de l'UNSFA, donc qui est un syndicat d'architectes, et qui va pouvoir prendre en charge, qui est un organisme de formation. Vous pourrez faire financer cette formation et avoir des sessions entièrement dédiées. Voilà. Et donc, lors de cette formation, on aborde tous les critères et les sujets liés à un bâtiment solarisable, y compris jusqu'à l'aspect organisationnel, relation avec un tiers investisseur, planning, etc. Donc, en plus de tous les critères techniques et d'exigences à ce sujet-là. Voilà. Merci. Du coup, j'ai terminé pour ce sujet-là. Et donc, je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Clément. Alors, des questions, on en a eu effectivement beaucoup. Merci aux intervenants de bien vouloir rester avec nous et de ne pas quitter ce qu'on appelle la scène. Et je vais demander à Bérangère Vito d'Atlanson de nous faire un petit résumé. En tout cas, je ne sais pas si on va pouvoir traiter toutes les questions, mais on essaiera en tout cas d'être le plus exhaustif possible. On ne manquera pas de revenir vers vous par la suite si jamais on n'avait pas le temps malheureusement de tout traiter. Merci. Alors, je reprends un peu les questions dans l'ordre. Sur la première partie, donc l'intervention de Simon Ducasse, on avait une question. Peut-on espérer des tarifs de rachat évolutifs en fonction du coût de l'énergie? C'est une question de Nicolas Desmonnets. Simon, ouais. Ouais, tu peux couper ton micro, Bérangère? En fait, il n'y a pas d'évolution des coûts d'achat en fonction du coût de l'électricité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la force du tarif d'achat, c'est d'avoir un tarif garanti fixe sur 20 ans, sur une durée longue, et qui est, alors pas indexé, mais qui a été construit sur l'évolution des coûts d'investissement, ce qu'évoquait Clément tout à l'heure. En fait, les coûts d'investissement baissent, et du coup, les tarifs d'achat, les mécanismes de soutien baissent un peu dans deux courbes parallèles, je dirais. Mais l'aspect de coût de l'énergie est complètement décorrélé de ces mécanismes de soutien. J'espère que je réponds à la question, mais... Merci. On avait une deuxième question. Si on a un gros projet de toiture solaire, à quel organisme ou association doit-on adhérer, s'il vous plaît? De Arnaud Delacroix. Non, mais ça, on va vous contacter, on va échanger pour savoir. En fait, il faut savoir, en Pays de la Loire, voilà, on a cette force d'avoir des réseaux très spécialisés qui apportent de la connaissance aux acteurs. Donc, si vous avez des sujets solaires, c'est plus à nous. On calera un rendez-vous pour échanger sur ce qu'on peut faire ensemble. Alors du coup, sur les projets, sur les questions un petit peu très précises comme ça, on vous recontactera peut-être individuellement. Concernant donc le retour d'expérience sur la toiture, le projet Emmaüs et la toiture sur le projet Emmaüs, il y a plusieurs questions. Donc tout d'abord, quelles sont les principales contraintes d'installation des panneaux? Je pense que Adrien y a répondu. Il y avait des questions, alors là c'est peut-être plus du côté de Monsieur Terrien. Est-ce que vous êtes là? N'hésitez pas à rallumer votre caméra et votre micro. Et il y avait des questions sur le projet. Quelles sont, concernant les poutres de charpente lamellée collée, qui a réalisé les notes de calcul intégrant les matériaux de réemploi? Et on a plusieurs questions sur vraiment les calculs liés à l'utilisation des matériaux de réemploi. Alors, les gens qui ont vérifié par le calcul, c'est notre bureau de structure qui est avec nous sur l'ensemble du projet. La façon simple de résoudre le problème ici, c'est d'être très surdimensionné, tout simplement. Sur le gymnase qui n'a pas pu finalement être utilisé, la façon la plus simple, ça aurait été de condamner une ferme et de la charger jusqu'à rupture, de manière à en déduire une charge admissible, et ensuite, voilà. Mais ça sous-entendait que la démolition
était suffisamment, programmer cet essai en même temps que la démolition, parce que vous ne pouvez pas arriver chez les gens en disant on va vous casser une partie de la toiture pour voir si... voyez. Donc c'est un problème de phasage possible. Mais même comme ça nous posait des problèmes de résistance du côté des bureaux de contrôle et bureaux de calcul, puisque ça sous-entendait mettre en place une expérience opérationnelle de rupture. Et puis des problèmes avec la maîtrise d'ouvrage qui n'était pas encore prête à démolir son bâtiment. Merci. Alors, on a une question, c'est pour Monsieur Terrien et Monsieur Tuffreau. Là, c'est sur les assurances. Est-ce que vous avez eu des obstacles au niveau des assurances? Dans ce cas-là, est-ce que c'est la maîtrise d'ouvrage qui prend la responsabilité? Et une autre question, avez-vous construit votre appel d'offres avec un lot de fournitures dédiées? Alors, on a, auprès de la MAF, on a déclaré qu'on utilisait un certain nombre d'éléments de réemploi. Et en ce qui concerne le lot, le fameux système de lot numéro 1 qui consiste à dire on a un lot qui va concerner tout le réemploi, c'est effectivement une façon de procéder. Ça n'a pas été la façon que nous avons utilisée, puisque nous, on a fait un projet, on va dire, un projet pilote, un projet objectif, donnant une forme, et on s'est associé avec Matière Grise, qui est une association à but non lucratif, et qui s'est donné pour objectif de récupérer des matériaux et de les remettre à disposition des gens, en général gratuitement d'ailleurs. Donc on a travaillé avec eux pour qu'il y ait un processus d'évaluation des produits qui nous étaient proposés. Donc ces produits, une fois proposés, s'ils étaient retenus, étaient collectés soit par la contribution des donateurs, soit par Emmaüs même, et stockés dans un lieu qu'on a loué à cet effet. Mais une fois qu'on avait ces éléments-là, on les proposait aux entreprises pour la mise en œuvre. Mais il n'y a pas eu de lot numéro 1 comme il a pu y avoir sur certains projets de réemploi, comme on a vu en Normandie, par exemple. Comment s'appelle-t-il déjà? Les Halles de Colombelle. Oui, les Halles de Colombelle ou des choses comme ça. On n'a pas fait ça comme ça. Et du coup, il n'y a pas de décennale sur les matériaux. Oui. Alors, effectivement, on n'est pas couvert en décennale sur tout ce qu'on réemploie, mais au sens par exemple, de l'étanchéité des fenêtres, des choses comme ça. Mais on est couvert en décennale sur la tenue des matériaux, puisqu'on est très, très surdimensionné. Et concernant donc la toiture solaire, peut-être qu'Adrien peut répondre sur les questions d'assurance. Alors, moi, avant qu'il réponde, je peux vous dire que la toiture solaire est sur une structure qui est neuve. On n'est pas en réemploi, là. Pour la partie photovoltaïque, en fait, là où on s'assure qu'il n'y a pas de problème avec l'assurance, c'est en passant sur des procédés de fixation sous avis technique, et donc des chantiers validés derrière par des bureaux de contrôle. Et là, c'est beaucoup plus facile au niveau des assureurs. Et en théorie, voilà, côté assurance du bâtiment, il n'y a pas de surcote, ou alors une surcote très très faible, pour la raison qu'il y a une centrale photovoltaïque. Et puis nous, Cowatt, après, on assure nous-mêmes la centrale photovoltaïque. Et voilà. Merci. Alors, je continue sur la toiture. Il y a plusieurs questions par rapport au bilan carbone du solaire par rapport à ce bâtiment, et des questions sur la dépose et le recyclage des panneaux qui seront arrivés en fin de vie. Est-ce que Cowatt va réaliser ou faire réaliser?
Je commence avec la question de la dépose. Donc, nous, en fait, en exploitant 20 ans l'installation, on n'a pas fait suffisamment de bénéfices pour pouvoir financer la dépose. Donc, en fait, ce qu'on propose au bout de 20 ans, c'est soit de prolonger 10 ans le bail, et au bout des 10 ans, on prend en charge la dépose, soit de céder l'installation à titre gratuit à Emmaüs. Et du coup, là, c'est Emmaüs qui prendra en charge l'exploitation et la dépose si un jour ils doivent les déposer. Mais il faut savoir qu'une toiture, elle peut au moins fonctionner 35 ans avec un rendement satisfaisant, voire plus. Et pour la question du bilan carbone, on est sur là une obligation pour avoir le tarif. On est sur une obligation de 500 kg équivalent CO2 par kilowatt crête. Donc, ce qui correspond, on va dire, sur une durée de vie de 20 ans, à peu près à 20 grammes de CO2 par kilowattheure. Bon, ça, on va dire, c'est une norme qui n'est pas tout à fait représentative de la réalité. Le bilan carbone des panneaux est un peu plus élevé en réalité. Aujourd'hui, on l'évalue, alors l'ADEME l'évalue entre 40 et 50. Il y a des études récentes qui parlent plutôt de 20 à 30 grammes par kilowattheure. Bon, voilà, pour comparer, l'éolien, on est sur entre 10 et 15. Le nucléaire français, on est autour de 6 grammes de kilowattheure. Donc, en gros, on est dans l'épaisseur du trait. Le charbon, le gaz et tout ça, on est à plus de 600 grammes par kilowattheure. Merci. Alors, on avait une question aussi sur la pose de la couverture étanchéité et le système de fixation choisi pour ce projet. Pour Adrien. Ouais, alors là, on est sur un bac acier standard, donc on a plusieurs avis techniques en fait qui sont validés sur ce bac acier-là. Donc voilà, j'ai plus la référence en tête, mais on a plusieurs bacs acier qui sont compatibles et qui ont un avis technique pour du photovoltaïque. Alors, pour ce qui est du bac acier, ça n'est pas du réemploi, mais c'est du rebut. Il y a une couleur qui n'arrivait pas à vendre. C'est du Joriside en l'occurrence. Voilà, 45 333 000 pour être précis. Ça fait partie des quelques matériaux qui sont des matériaux neufs de rebut d'industrie pour des raisons en général esthétiques ou dimensionnelles, ça peut arriver. Ou des commandes qui ne sont pas enlevées, des choses comme ça. On a aussi exploité cette possibilité en dehors du réemploi proprement dit. Merci. Alors, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions sur le projet Emmaüs. On a des questions un petit peu plus générales sur le solaire, sur les bâtiments. On a des questions aussi suite à la présentation de Clément sur d'autres types pombrières, etc. Alors, tout d'abord, sur les questions générales, je remonte, voilà. Pouvez-vous préciser les types de couvertures ayant les attestations techniques pour la pose de panneaux photovoltaïques? Alors, peut-être plus pour Clément. Donc, du coup, il n'y a pas de… Comment dire? Pour chaque, que ce soit au sein de la famille des membranes PVC ou des membranes bitume, au sein de la famille des bacs acier, des bacs sandwich, etc., il y a comment dire, des références précises à respecter chez un fabricant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire, par exemple, j'ai mis un bac acier de telle épaisseur, avec telle onde, etc., et je suis sûr d'être couvert. Ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Les fabricants de structures passent des certifications avec une référence exacte de matériaux de couverture et des références exactes de modules photovoltaïques. Et la combinaison est à respecter pour être couvert par la certification
que ce soit ATEC ou ETN, enquête de technique nouvelle. Donc c'est un petit peu ça, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais voilà, c'est assez restrictif. Et ça fait partie justement des exigences dont je parlais tout à l'heure qui se renforcent. Et le fait de jongler justement sur ces combinaisons de références exactes, de disponibilité en termes commercial, et notamment en ce moment avec toute la complexité qu'on a sur l'approvisionnement en termes que ce soit côté construction, matériaux de construction et côté photovoltaïque, ça peut devenir assez compliqué de jongler effectivement sur ces exigences-là. Voilà ce que je peux répondre. Et puis après, effectivement, le plus complexe, c'est sur les toits plats membrane, enfin les couvertures membrane, puisque là, du coup, on part du bac acier, on englobe l'isolant, la membrane, et chacune de ces références doit correspondre à ce qui est sur les certifications. Voilà. Donc voilà. Donc, en tout cas, nous, lors de la formation, c'est ce qu'on aborde et on fournit la liste de tous les procédés. On tient, nous, une liste à jour de tous les procédés couverts par des certifications pour pouvoir faire ses choix. Alors, au niveau des questions, on a aussi, donc il y a des projets en toiture, des projets en ombrière. Quid des panneaux photovoltaïques sur façade? Existe-t-il des systèmes sous avis technique, support béton, maçonnerie ou mur ossature bois? Si oui, quel est le coût ou surcoût par rapport aux 1 € par poitrine? Alors oui, alors déjà, il existe effectivement des systèmes de fixation, d'accord. Vous avez des références on va dire, sur étagère, c'est-à-dire que vous avez des fabricants de structures qui ont effectivement une référence de brise-soleil. Je sais que nous, par exemple, à nos bureaux qu'on a construits en 2018, qui sont justement en ossature bois, bardage bois, laine de bois, on a mis un brise-soleil et en fait, c'est une équerre qu'on a grosso modo, qu'on a acheté chez un fabricant de structures qui est spécialiste du photovoltaïque. Donc, il existe d'un côté des références de produits sur étagère, et ensuite, dès qu'on s'intéresse à la notion de façade photovoltaïque, que ce soit en brise-soleil ou en façade, en verrière, des choses comme ça, on a énormément de sur-mesure aussi. Donc, c'est-à-dire au chantier, vous avez un serrurier qui peut fabriquer effectivement de la structure, notamment quand il y a de la création architecturale. Et là, par rapport aux certifications, effectivement, il y a sur la partie des produits, donc sur étagère. Alors, à ma connaissance, et nous, celui qu'on a mis à nos bureaux, je crois qu'il n'a pas de certification parce que c'est juste une pièce en acier. Et en fait, vous avez le dimensionnement après du tire-fond à faire sur note de calcul, etc. Nous, grosso modo, on n'a pas été embêtés avec notre assurance qui nous demandait absolument des certifications là-dessus. Ils sont un petit peu moins tatillons parce qu'ils perçoivent moins le risque de fuite, notamment par rapport à ça. Et sur tout ce qui va être plutôt conception de façade, architecturale, etc., de grande surface, là, vous pouvez être soumis à ce qu'on appelle un ATEX, c'est-à-dire que vous ayez le CSTB qui ait un regard dessus et qui fasse un avis technique au chantier. Et ça s'appelle un ATEX, et du coup, ça va avoir un coût. Et ça, c'est réservé aux gros chantiers. Et l'assurance peut exiger un ATEX au chantier, et donc c'est à intégrer dans le coût global. Et avec des délais importants, et c'est-à-dire que ça peut demander des tests en labo, etc., juste pour ça. Donc c'est vraiment réservé au projet où il y a un enjeu architectural fort. Et ouais, je pense que j'ai répondu à la question là. Merci. On a des questions. Tu as parlé d'assurance tout à l'heure. Enfin, tu évoquais ça. On a une question sur les panneaux photovoltaïques. Sont-ils un problème pour le travail des services pompiers en cas d'incendie? Alors, déjà, premièrement, notamment quand c'est sur ERP, le permis de construire, il est soumis au SDIS. Donc déjà, premièrement, il y a un regard du SDIS sur avant construction, d'accord, qui va pouvoir
ajouter des demandes par département. Vous avez des demandes qui sont différentes. Alors après, vous avez une note à respecter sur des chemins de circulation, des espacements entre modules, etc. Ça, si vous voulez, vous avez une note qui existe pour toute la France. Vous avez des directives et dont nous, on tient compte, par exemple, quand on conçoit une centrale. Donc, vous ne pouvez pas faire, par exemple, des champs de plus de 300 mètres carrés d'un seul tenant. Vous avez des espaces de circulation à avoir, etc. D'un point de vue conception électrique, etc. Je ne rentre pas forcément dans le détail. Et après, département par département, vous allez avoir chaque SDIS qui va vous donner des consignes. D'accord ? Donc ça, vous les intégrez à la conception. Ensuite, à la mise en service, vous avez aussi des réunions à faire. Alors nous, on le fait beaucoup sur les supermarchés, par exemple. À chaque fois, les architectes qui sont là dans l'audience connaissent bien le sujet. Donc déjà, ce que je voulais dire, c'est que en amont d'un problème, il y a déjà quand même une communication assez forte avec le SDIS et les pompiers. Et ensuite, en cas de problème, effectivement, il y a des procédures pour mettre hors service la centrale photovoltaïque, enfin hors tension, d'accord, pour que les pompiers puissent intervenir en toute sécurité. Maintenant, les histoires des maisons qu'on laisse brûler parce qu'il y avait des panneaux solaires dessus, moi, j'ai pas les histoires, j'ai pas l'historique de chacun des projets. Hein, on voit ça souvent dans les journaux. Il y avait des panneaux, donc on a laissé brûler. Aujourd'hui, il y a aucune règle. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune consigne au niveau des pompiers qui dit il faut laisser brûler une centrale photovoltaïque ou un bâtiment parce qu'il y a une centrale solaire dessus. Ça, c'est entièrement faux. Les choses sont vues au préalable et même d'un point de vue électrique, on peut isoler. Aujourd'hui, il y a des technologies pour faire en sorte que les tensions au niveau du champ photovoltaïque qui subsistent même après des connexions soient la plus faible possible, ce qui permet encore plus d'intervenir en sécurité. Donc voilà, je pense que projet par projet, il faut être bien communiqué avec le SDIS local. Bérangère, je te propose peut-être de faire une dernière question et puis on va s'arrêter là. Oui, désolé, on ne pourra pas traiter toutes les questions, mais on se tient à votre disposition ultérieurement pour y répondre. Il y a une dernière question un petit peu plus rénovation, on va dire peut-être, sur les couvertures fibro. Avec plusieurs décennies, les problèmes des couvertures fibro sont majeurs. Qu'en est-il, qu'en sera-t-il avec la pose d'une toiture photovoltaïque ? Alors généralement quand il y a du fibro et qu'en même temps on a un projet photovoltaïque, généralement justement on se sert du projet photovoltaïque pour enlever le fibro et passer sur notamment ceux qui sont amiantés et profiter justement d'un projet photovoltaïque pour rénover une toiture. Tout à l'heure je parlais de la majorité des bâtiments ne sont pas solarisables. Il se trouve que ceux en fibro ont un avantage, c'est que la charpente a souvent été conçue pour une charge plus importante donc, que le bac acier. Et quand on retire un fibro et qu'on le remplace par un couple bac acier panneau photovoltaïque, on a la probabilité, en termes de charge, de pouvoir passer. Donc ça, c'est quand même pas mal. Justement, les bâtiments en fibro sont assez recherchés pour ça, mais surtout pour être remplacés. Donc du coup, si la question c'est est-ce que je mets du photovoltaïque par-dessus un fibro existant qui a déjà probablement une durée de vie, qui a déjà la majeure partie de sa vie derrière lui que devant lui, non, on évitera d'en rajouter par-dessus et on préférera une rénovation. Alors Clément, ce n'était pas tout à fait le sens de la question en fait de notre participant. Le participant indiquait qu'en fait, maintenant, avec le recul, on se rend compte que les toitures en fibro sont devenues une véritable problématique. Et il fait en fait le parallèle et demande si on risque pas de s'exposer d'ici quelques années à des problématiques similaires avec le photovoltaïque, pas envisagé tout comme quand on a posé du fibro il y a des dizaines d'années, jamais on s'était dit à l'époque, voilà, ça va être le bazar quand il faudra les retirer. La question était plutôt là. Est-ce qu'on doit s'attendre aux mêmes problématiques ? Alors, ouais, question. Je suis pas sûr que le parallèle soit bon parce que l'histoire du fibro. Moi, j'étais pas né quand il y a eu toutes ces histoires, mais je pense qu'il y a un gros sujet industriel derrière
voilà, bon, bref, c'est pas le sujet de la question, mais je pense que ça a poussé énormément malgré la connaissance de certaines problématiques. Aujourd'hui, au niveau du photovoltaïque, on est quand même ceinture et bretelles, c'est-à-dire que si vous regardez justement les exigences que j'ai citées tout à l'heure, c'est bien justement parce que notamment les assureurs sont extrêmement vigilants par rapport à ça, justement. Donc c'est un petit peu les garde-fous de toute cette histoire. Et donc, du coup, aujourd'hui, si on a toutes ces exigences de certification à respecter, aussi de certification par rapport à la pose, parce qu'on a beaucoup parlé de certification produit, mais aujourd'hui, et ça d'ailleurs, nous, on le regrette, parce que dans les descriptifs des certifications des avis techniques, c'est ceinture et bretelles, on va jusqu'à dire il faut acheter le module chez tel fabricant et tout. Et par contre, derrière, il n'y a aucune exigence sur qui va le poser, quelle certification elle doit avoir, est-ce qu'il a été formé par le fabricant, etc. Ça, on n'en parle pas. Donc, il y a un vrai sujet côté pose, effectivement. Et c'est pour ça que du coup, il y a des certifications des poseurs. Il y a Qualifelec, QualiPV, etc. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Nous, en tant qu'indépendants, je prêche notre paroisse, mais justement, on est là pour être un petit peu un tiers de confiance entre un maître d'ouvrage et les entreprises qui interviennent sur le chantier. Maintenant, est-ce que nous, on ne fait pas tous les projets de France. Moi, je suis extrêmement confiant sur le développement du photovoltaïque, que ce soit en toiture, en ombrière ou au sol. Et aujourd'hui, je pense vraiment que toutes les conditions sont réunies pour industrialiser sans laisser de problèmes type fibro. Alors, je ne sais pas si le fibro, c'était lié à l'amiante ou à des problématiques techniques, mais aujourd'hui, non, je ne vois pas la même chose côté photovoltaïque. Ouais, si tu me permets de compléter, Clément, je partage ton point de vue. La différence entre le fibro, moi non plus, je n'étais pas né, mais en gros, quand on a installé le fibro amianté, on ne savait pas comment. Enfin, on s'était même pas. Je pense qu'on s'était pas posé la question de comment on allait le traiter en fin de vie. Aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques, c'est des produits électroniques, c'est soumis à la D3E. Donc, en gros, vous payez l'éco-participation qui va financer son recyclage. Aujourd'hui, on n'a pas les capacités de recyclage, de traiter tous les panneaux, parce qu'on n'en a pas besoin. Mais on sait très bien quand est-ce qu'on aura besoin des capacités de recyclage pour traiter les panneaux. Donc, en gros, la charge de capacité de recyclage, elle va monter en fonction de la fin de vie des centrales. Donc, du coup, c'est déjà anticipé, c'est déjà prévu et c'est déjà financé. Il y a déjà un éco-organisme qui gère ce financement. Ce qui n'est pas financé, c'est la dépose. Mais le recyclage, il est pris en charge et vous le payez au moment où vous achetez les modules. Donc, en gros, normalement, on n'aura pas cette situation-là. Voilà. Donc, pour construire peut-être une réponse à tiroir sur cette question-là qui est importante, sur l'aspect en exploitation, si le fibro a créé des fuites majeures, etc. Aujourd'hui, le photovoltaïque, c'est pas fait pour faire l'étanchéité. Donc, on a vraiment justement le lien de la structure d'intégration avec la toiture. Et ça, c'était une connerie du gouvernement dans les années 2010 d'avoir mis un tarif d'achat lié à la nature d'intégration renforcée au bâti avec les panneaux qui devaient faire l'étanchéité, etc. Et c'est ça qui a créé tous les sinistres qui ont mis en alerte aujourd'hui les assurances. Donc aujourd'hui, le photovoltaïque est extrêmement surveillé là-dessus, mais ne fait plus l'étanchéité du bâti. Donc ça, peut-être déjà premier élément de réponse. Et deuxième élément de réponse par rapport au côté recyclage, donc lien effectivement avec le fibro amianté. Là, effectivement, Simon, tu as entièrement raison. Aujourd'hui, on a 98% d'un panneau photovoltaïque est recyclable, sachant que les 2% restants, c'est de la poussière dans la chaîne de recyclage. Voilà. Et effectivement, il y a PV Cycle qui existe. Enfin, je veux dire, la filière de recyclage et de traitement, elle existe déjà aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve à déposer des fibros amiantés dans des déchetteries, etc. Enfin, effectivement, c'est un petit peu, ça a été mis en place très, très tardivement. Merci beaucoup Clément et merci à nos intervenants. Donc je tiens à excuser François Terrien qui a dû malheureusement déjà partir. Merci beaucoup Adrien Tuffreau également de Cowatt pour la présentation en binôme de ce retour d'expérience sur le bâtiment d'Angers. Je vous rappelle qu'on le fera visiter avec Novabile le 22 avril. Merci Clément pour tous ces éléments et ces précisions.
Merci à Atlansen, avec qui j'ai eu plaisir à co-organiser cet événement. Simon l'a dit un peu à demi-mot, on parlait des acteurs et des réseaux d'acteurs qu'on peut représenter, que ce soit au sein d'Atlansen ou de Novabile, mais en tout cas, n'hésitez pas à vers nous, il y avait quand même beaucoup de questions qui tournaient autour de cette notion de connaissance de l'écosystème des acteurs locaux. S'il y a bien quelque chose qu'on a, que ce soit chez Novabuild ou chez Atlansen, c'est bien ça, sur nos spécificités. Sur la question du réemploi, il faut savoir que nous, chez Novabuild, on a un groupe de travail dédié et qu'on a déjà organisé un premier événement aussi plus largement ouvert à tous sur ce sujet. Donc, on peut vous mettre en relation. De la même manière, je pense que Simon saura vous fournir les bons contacts dans le solaire. Vous retrouverez bien sûr nos prochains événements, que ce soit Novabuild ou Atlansen, sur nos sites internet respectifs. Et on aura le plaisir de co-organiser à nouveau des événements en 2022, puisqu'on vous proposera au mois de mai un retour d'expérience, cette fois-ci sur le bâtiment de la Marseillaise à Nantes, un bâtiment qui a été reconverti en logements sociaux et qui est en autoconsommation. Et en fin d'année, on sortira de Nantes, pour le coup, pour aller dans le vignoble. On ira à Clisson pour aller visiter une rénovation d'une friche industrielle qui s'appelle la Halle La Croix, sur laquelle on retrouve des acteurs du solaire que vous devez bien connaître, que sont KDI Solar et Dom Solar, entre autres. C'est un projet qui est porté par Cube Architecture. Je n'ai pas cité l'architecte de la Marseillaise, c'est Aura Architecte. Voilà, c'est chose faite. Et vous en saurez plus prochainement. Voilà, merci à tous. Simon, tu voulais peut-être dire quelque chose? Non, rien de plus. Merci à toi pour l'animation, puis à bientôt pour nos prochaines actions. De rien. À très bientôt. Bon appétit à tous Au revoir. et à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.